En 2021, j'ai lu 64 livres et j'ai profité des fêtes de fin d'année pour me remémorer celles-ci, faire un petit peu le bilan et en extraire les 10 livres qui ont le plus changé ma manière de penser, de vivre et de travailler. 10 livres que je peux conseiller à n'importe qui, à n'importe quel moment, pour toute personne qui cherche à mieux se connaître elle-même et à développer une philosophie de vie. Sans plus attendre, c'est parti pour le premier livre de la liste. Je me décale un petit peu pour laisser de la place au livre que je vais afficher juste ici normalement. Alors le premier livre de cette liste, ça va être How to Live de Derek Sivers. Alors, j'ai ce livre en version papier et j'en suis très heureux parce que je l'ai lu dans un premier temps sur Kindle, comme j'étais beaucoup en voyage en 2021. Et il faut savoir que Derek Sivers, c'est un entrepreneur relativement atypique qui, après avoir vendu son entreprise il y a une dizaine d'années, CD Baby, a décidé de se consacrer à l'écriture, à la réflexion et à comprendre justement quel mode de vie il avait envie d'avoir en ayant expérimenté un certain nombre de modes de vie différents, notamment à travers le voyage, les rencontres, la réflexion, l'écriture. Et c'est une des personnes qui est une de mes plus grandes inspirations, je pense, depuis 5-6 ans. Déjà, quand j'étais entrepreneur, j'avais été très inspiré par son livre Anything You Want, qui est excellent justement pour penser l'entrepreneuriat d'une manière très différente de ce qu'on peut proposer dans l'univers startup. Mais là, avec How to Live, on est sur un livre bien plus ambitieux. L'idée du livre, c'est de nous partager 27 manières de vivre, modes de vie différents, souvent contradictoires les uns après les autres. Donc chaque chapitre s'enchaîne avec un mode de vie très bien défini qu'il développe. Et souvent, d'un chapitre à l'autre, c'est complètement différent. Par exemple, on passe d'un chapitre où une vie d'indépendance à une vie d'engagement total. Ou encore une vie avec une vision très long terme de ce qu'on veut faire et accomplir, avec une vie opposée qui serait une forme de vie carpe diem, où on vivrait au jour le jour. Et ce qui est perturbant, c'est qu'on se rend compte qu'on aimerait vivre la plupart, en tout cas certaines d'entre elles, et que parfois on a l'impression qu'elles sont, encore une fois, en contradiction totale les unes avec les autres. Et ça nous fait beaucoup réfléchir justement sur est-ce que je veux m'engager dans un mode de vie, est-ce que je veux en expérimenter plusieurs les uns après les autres, est-ce que je veux mélanger certains de ces modes de vie. Donc peu importe votre manière de le lire et le moment où vous en êtes dans votre vie, ça vous fera forcément réfléchir sur votre propre manière de vivre et vos préjugés ou présomptions que vous pouvez avoir sur la manière dont d'autres personnes peuvent vivre autour de vous. Et dites-vous que l'auteur a passé près de 5 ans à écrire ce livre, qu'il a façonné vraiment à la ligne, à la virgule près, parce qu'il est passé de plus de 1000 pages après son premier jet à 112 pages dans ce livre qui au final est assez fin. Et il nous conseille justement en 4e de couverture de lire le livre doucement, ligne par ligne, et vraiment de prendre le temps de réfléchir à chacune d'entre elles, puisqu'elle a été le fruit au final d'un travail de 5 ans et d'une réduction de plus de 1000% du contenu initial. Enchaînons maintenant avec Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot? Alors Pierre Hadot, c'est un de mes philosophes préférés. Il a vécu à cheval entre le 20e et le début du 21e siècle. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce personnage, dans ce philosophe, c'est qu'il a beaucoup travaillé sur la remise en avant, la remise au goût du jour d'une philosophie qui n'est pas seulement un discours, mais qui est également un mode de vie, un art de vivre, une pratique. Et de nous faire comprendre que les deux allaient de pair, notamment donc dans la philosophie antique, et que tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui et percevoir de la philosophie, comme elle est pratiquée ou comme elle est enseignée à notre époque, n'est pas nécessairement ce pourquoi elle a été originellement créée. Et du coup, en lisant ce livre, on se rend compte de tout ça, en comprenant justement le point de bascule qu'il y a pu avoir avec la figure de Socrate, qui fait passer la philosophie notamment d'une compréhension du monde, une compréhension de l'origine de ce qui est, donc du monde, de l'homme, etc., à une compréhension plutôt de la nature humaine. Et on va beaucoup plus commencer à aller vers des philosophies qui vont essayer de comprendre qui nous sommes, comment nous devons agir, comment nous devons comporter, une philosophie morale, éthique, d'où va naître des courants comme le stoïcisme, l'épicurisme, voilà, les différentes écoles de philosophie antique. Et ce livre, du coup, nous permet vraiment de comprendre d'où ça naît tout ça, comment ça s'est construit à travers, du coup, la naissance de la philosophie en opposition aux sophistes. Il y a également aussi, on va comprendre comment se sont constituées les premières écoles, dont l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, et ensuite les écoles de philosophie qui naissent justement du trio d'or de la philosophie, donc à Socrate, Platon et Aristote.
Et comme je le disais, donc on va comprendre aussi une analyse de l'école stoïcienne, l'école épicurienne, les cyniques, les sceptiques et bien d'autres. Et surtout, le message de ce livre, c'est de nous faire comprendre, ce que je disais au préalable, que la philosophie, c'est d'abord un choix de vie, un choix de mode de vie qui est soutenu par un discours. Et les deux ensuite, voilà, sont comme une danse, voilà, qui vont de pair. Et ça nous permet vraiment de complètement voir différemment cette discipline et de comprendre pourquoi peut-être on aurait plus besoin de philosophie au XXIe siècle. En tout cas, c'est une de mes convictions. Et j'espère que ce livre vous permettra de comprendre pourquoi et comment j'en arrive à penser cela. Bon, maintenant que j'ai parlé de philosophie avec Pierre Hadot et de la philosophie antique, il est temps de vous parler de stoïcisme, qui est le courant que j'ai le plus approfondi en 2021. Et je vous conseille A Guide to the Good Life de William Irvine, qui est pour moi la meilleure introduction contemporaine au stoïcisme. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'on sent que l'auteur a vraiment étudié en profondeur le stoïcisme et qu'il ne le voit pas seulement comme un outil de développement personnel comme peuvent faire d'autres à notre époque, mais qu'il a vraiment essayé de comprendre le système, le discours qui sous-tend le stoïcisme, qui permet d'en faire un mode de vie. Comme je disais plus haut, vraiment, il ne faut pas dissocier le discours de la pratique et du choix de mode de vie. Et William Irvine a compris ça, il a étudié en profondeur le système et il a également pratiqué au quotidien le stoïcisme. Il se considère stoïcien, qu'il a également réussi à moderniser parce que cette philosophie date d'il y a plus de 2000 ans, donc il y a des choses forcément qu'il faut remettre à jour également. Et là, je pense même poursuivi, on pourrait presque dire, l'œuvre des stoïciens les plus connus, notamment Épictète, Marc Aurèle et Sénèque. Je pense notamment au concept de trichotomie du contrôle qui dépasse la dichotomie. La dichotomie du contrôle, c'est l'idée qu'il y a des choses qu'on contrôle et d'autres qu'on ne contrôle pas, ou qui dépendent de nous ou qui ne dépendent pas de nous. Et William Irvine rajoute avec cette trichotomie les choses qui ne dépendent pas entièrement de nous, ou qui dépendent de nous de manière partielle plutôt. Notamment nos objectifs. On a une partie sur laquelle on a une emprise et une autre notamment avec le résultat final qu'on ne contrôle pas. Donc allez-y sans souci, c'est vraiment le meilleur livre pour moi, qui en a lu beaucoup sur le sujet, sur le stoïcisme, écrit par un auteur contemporain, avec un petit hic, c'est qu'il n'est pas traduit malheureusement encore en français. Continuons notre voyage philosophique avec un livre qui m'a vraiment bouleversé et transformé, je dirais même l'an dernier. Une brève histoire de tout, de Ken Wilber, que j'ai découvert grâce à Elliot Meunier, dont vous pouvez voir d'ailleurs la conversation que j'ai eue avec lui sur cette chaîne, ce premier épisode de Dans la tête d'un philopreneur. Ce qui m'a marqué avec Ken Wilber, qui est un philosophe américain contemporain, que je ne connaissais pas avant l'an dernier, c'est qu'il a développé ce qu'il appelle une théorie intégrale de tout, ou philosophie intégrale, qui essaye d'utiliser tous les champs disciplinaires à notre connaissance, considérant que chaque discipline avait une partie de la vérité et que on pouvait développer une sorte de métadiscipline, un méta-framework qui nous permettait d'arriver à une vérité plus universelle en associant le tout. Donc quand je parle de tout, on parle de psychologie, on parle de philosophie, on parle de spiritualité, on parle de science, on parle d'histoire, de psychologie de développement, enfin, on parle d'énormément de sujets différents. Et là, du coup, développer différents outils que je développerai sur cette chaîne en 2022, mais que je peux déjà mentionner. Donc il y a le cadran AQUAL pour All Quadrants, All Levels, qui est l'idée qu'en fait, il faut essayer de voir chaque situation qu'on vit, chaque discipline, tout, ce qu'on peut en fait appréhender dans le réel, comme quelque chose qui a de multiples perspectives. Donc ce cadran propose 4 perspectives méta. Il y a la perspective du je, du nous, du cela et du eux. Et c'est vraiment l'idée, voilà, j'approfondirai, je vais vous mettre des images aussi pendant que je parle, mais c'est vraiment l'idée vraiment de plus seulement voir le monde avec une seule perspective, que ce soit la sienne, celle de la société en tant que culture, celle de société en tant que système, et éventuellement en tant que science aussi. Et l'autre concept qui est marquant chez lui, et que je vous
proposerai d'étudier plus en détail dans l'année, c'est la spirale du développement, qui permet de comprendre comment un individu, une société se développe, notamment en termes de niveau de conscience. C'est fascinant, donc lisez le livre si vous voulez comprendre plus en détail ce dont je parle, et nous verrons aussi ensemble dans l'année ce qu'il en est. Et une fois que j'ai lu ce livre, du coup, Une brève histoire de tout, j'ai lu, en profitant de mon retour en France pour les fêtes, une pratique de vie intégrale, qui est la mise en application des grandes idées de Ken Wilber pour en faire justement un mode de vie. Et c'est quelque chose que, en plus de mes pratiques stoïciennes et différents modes de vie tirés notamment des philosophies antiques, je vais lui joindre justement une pratique de vie intégrale qui reprend certaines de ces idées philosophiques, mais qui va aussi beaucoup plus loin dans l'aspect, je dirais, spirituel. Et du coup, c'est un livre qui tend à faire de nous, voilà, des êtres plus complets, plus intégraux, plus vrais, selon notre propre vérité. Et donc voilà, je me permets aussi de le conseiller, du coup, en plus d'une brève histoire de tout, pour ceux qui veulent une application plus concrète, plus pratique de ces idées. Bon, allons maintenant dans les livres qui permettent de mieux penser, et on va commencer par Factfulness de Hans Rosling, qui est un livre que j'avais dans ma liste de lecture, de livres à lire depuis plus de 2 ans, enfin en tout cas quasiment depuis sa sortie en fait, et que j'ai seulement lu en 2021. La force de la thèse et du livre, c'est de se rendre compte qu'en se basant sur les faits, en étant plus objectif dans notre approche, on se rend compte que le monde va de mieux en mieux, ce qui ne veut pas dire que tout est parfait et qu'il n'y a plus rien à améliorer évidemment, mais on peut avoir une vision plus optimiste du monde. En tout cas, c'est la thèse qu'essaye de défendre l'auteur dans ce livre, qui nous aide surtout à remplacer des instincts et des biais du coup qui sont souvent faux, et qui manquent de perspective, par des faits, alors qui ne sont pas la perspective et la vérité totale, mais qui ont le mérite d'être des points de départ bien plus intéressants que de partir d'une simple opinion ou une intuition. De ce livre, je retiens notamment les 4 niveaux de développement des revenus et des modes de vie d'une nation, qui permettent de voir le monde et les autres nations et les habitants de celle-ci différemment, pas juste être dans le nous versus eux, et d'être plutôt dans une compréhension, notamment que le fait de passer de 1 $ par jour à 2 $ par jour de revenus en moyenne par habitant permet un changement drastique dans ces sociétés, et que nous, on a tendance dans la société occidentale à être la société du coup encore pour la plus développée et avoir une vue du dessus qui ne nous permettent pas de voir les nuances et les différences entre parfois quelques dollars par jour de plus en termes de revenus. Il développe ensuite les différents instincts biaisés et faux que l'on peut avoir dans notre grille de lecture du monde, ce qui fait que celle-ci est complètement erronée et troublée bien souvent. Parmi ces instincts, il y a celui de la ligne droite, c'est qu'on pense que tout va continuer toujours comme il l'était avant. Celui de la généralisation excessive ou encore de la perspective unique, qui est un bon rappel au livre de Ken Wilber, Une brève histoire de tout, et son cadran Aqual qui permet de ne pas tomber dans ces perspectives uniques justement. Donc un livre à lire pour apprendre à penser plus clairement, comme le dit la couverture. Passons à How to Take Smart Notes de Sönke Ahrens, livre uniquement disponible en anglais, mais qui pourrait aussi avoir un gros impact dans votre vie si vous êtes en quête justement de mieux penser, de prendre de meilleures notes, de mieux gérer vos connaissances. J'en ai beaucoup parlé l'an dernier, notamment dans ma newsletter. J'étais obsédé et j'avais un besoin personnel de mieux structurer, de mieux gérer mes connaissances. J'avais commencé en 2020 avec notamment la découverte de Tiago Forte, qui avec une formation justement sur ce sujet de structuration de ses projets et de ses connaissances, mais qui selon moi n'était pas assez bien pensé et structuré pour vraiment aller en profondeur dans la structuration, la connexion et l'utilisation de ces idées pour écrire des livres, pour mieux penser, pour avoir des idées originales. Et donc j'ai fait mes propres recherches et je suis tombé sur une méthode qui s'appelle Zettelkasten, qui a été inventée par un sociologue allemand du XXe siècle, qui m'a conduit à découvrir ce livre, How to Take Smart Notes, qui est devenu une référence un peu dans les gens comme moi qui cherchent des moyens de structurer leurs connaissances. C'est grâce à ce livre qu'indirectement, je suis tombé ensuite sur Elliot Meunier, qui a du coup créé la méthode Atomic Thinking, dont j'ai déjà parlé plus tôt dans cette vidéo, et qui m'a donc permis de comprendre les principes de Zettelkasten, et avec ensuite la formation d'Elliot, de les mettre en œuvre concrètement dans un outil qui s'appelle Obsidian. Mais il a vraiment fallu que déjà je comprenne par moi-même les principes pour ensuite pouvoir utiliser encore plus correctement, je pense, le système et comprendre vraiment l'utilité sur le long terme d'avoir un système qui nous permet de prendre de bonnes notes
et ainsi de mieux gérer nos connaissances. Donc je recommande ce livre à toute personne voilà, qui a envie de mieux structurer ses connaissances, qui a envie de mieux penser, de prendre de meilleures notes, notamment pour ceux qui lisent beaucoup. Allez, on enchaîne avec Jordan Peterson et son nouveau livre sorti l'an dernier, 12 nouvelles règles pour une vie au-delà de l'ordre. Après un premier livre sorti en 2018 pour nous aider à mettre de l'ordre dans nos vies relativement chaotiques, Peterson est revenu cette fois-ci avec l'idée complémentaire et inverse, mais du coup l'autre face de la même pièce, qui est de comment mettre du chaos sans se laisser submerger par celui-ci pour ne pas rester que dans l'ordre et du coup que dans du territoire exploré. C'est un livre que j'ai trouvé supérieur au précédent. Je l'ai trouvé mieux écrit, plus précis. Il y a des idées qui étaient déjà évoquées dans le premier, qu'il a développées, et je trouve qu'elles étaient encore plus parlantes, en tout cas pour moi, lors de ma lecture. C'est le genre de livre qui peut vraiment complètement questionner votre manière d'appréhender, de voir le monde, et votre rapport dans celui-ci. C'est un livre qui pousse à revoir notre manière d'agir, à se questionner sur notre responsabilité, sur notre manière de se comporter avec soi-même, avec les autres, de notre rapport aussi aux idéologies qu'il critique ouvertement et à raison selon moi. Il met aussi dans ce livre l'importance des détails du quotidien. Quelque chose qui n'est pas souvent évoqué dans les livres, où souvent on se concentre sur les grands objectifs, sur les grandes choses, et là il en parle aussi, mais il met un focus aussi sur le quotidien, sur l'importance de comprendre la complexité des choses, de la nuance qu'il peut y avoir et qu'il faut mettre en avant dans ce monde. L'importance du dialogue, que j'appelle le dialogue exploratoire, mais qu'il explique très bien dans le livre. Je sais que quand on parle de Peterson, ça peut faire tiquer certains qui n'apprécient pas le personnage, mais ce que j'ai remarqué, et c'est ça que j'invite aussi les gens à faire plus largement à travers mes contenus et mes réflexions, c'est déjà de se poser la question de est-ce que j'ai vraiment compris et approfondi les idées de celui-ci. Les personnes qui étaient contre l'idée qu'on puisse s'intéresser à des gens comme Peterson, souvent n'avaient pas vraiment d'arguments, n'avaient pas lu Peterson et n'avaient pas non plus écouté ces très longues conférences sur YouTube. Et ce que je peux dire aussi, c'est que quand on a un intellectuel qui est aujourd'hui suivi par plus de 4 millions de personnes sur YouTube, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, ou encore pire, avec seulement ce qu'il représente par rapport à ce que les médias nous montrent de lui, je pense que c'est important, pour être honnête intellectuellement, d'essayer de comprendre justement plus en profondeur ce type de personnage, que ce soit Peterson ou d'autres d'ailleurs, et peu importe le point de départ idéologique ou de vision du monde qu'ils peuvent avoir. Bon, en parlant de chaîne YouTube et de youtubeurs avec beaucoup d'abonnés, on va parler maintenant de Jay Shetty et de son livre « Penser comme un moine », que j'ai trouvé excellent. Je l'ai lu même 2 fois l'an dernier. Pour autant, j'aime pas du tout sa chaîne YouTube. Je trouve vraiment qu'il tombe dans la facilité, dans vraiment la vidéo vraiment popcorn, du contenu superficiel qui apporte pas énormément. Et heureusement, j'étais pas tombé sur sa chaîne avant de découvrir son livre. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup de bons souvenirs et d'enseignements que je retire de cette lecture, qui en fait est le compte-rendu, une expérience de vie qu'a eu Jay Shetty, un Anglais qui a un peu plus de 30 ans aujourd'hui, et qui, pendant ses études, a découvert en fait un moine qui est venu faire une conférence dans sa fac, et suite à cette rencontre, il a absolument voulu approfondir la sagesse, notamment bouddhiste, et a passé 3 ans dans un monastère bouddhiste en Inde. Et ce livre est la restitution de la sagesse que lui ont apporté ses enseignements, ses études, ses rencontres, et tout ce temps et ce mode de vie qu'il a pu consacrer à la pratique du bouddhisme. Je trouve qu'il a fait un super travail pour nous faire comprendre qu'il y a d'autres manières de penser la vie, il y a une vie de sagesse vers laquelle on peut tendre. Alors moi j'essaie de le mettre en avant, notamment avec la philosophie antique, la philosophie occidentale, et lui nous propose une sagesse plus orientale, une sagesse bouddhiste qui est très complémentaire avec celle qui provient de l'Occident. Et on se rend compte souvent qu'il y a dans des grandes idées, des grands principes, il y a énormément de similitudes entre les deux. Donc vous pourrez le voir en lisant son livre et en vous intéressant à des lectures comme Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot. 9e livre, This Book Will Make You Dangerous, de Trip Lanier. Alors Trip Lanier, je l'ai découvert via mon ami coach Gianni Bergandi, qui a pour coach justement Trip Lanier, qu'il a pris juste après la lecture de ce livre. Et c'est un des livres aussi que, comme Penser comme un moine, que j'ai lu 2 fois en 2021. Il m'a énormément marqué.
Ce coach est vraiment atypique, il m'a fait penser un petit peu à Mark Manson dans son approche, voilà, où il est très cash, très direct, très punchy. Il m'a beaucoup aidé à voir ma manière de vivre différemment et à avoir une attitude moins défensive vis-à-vis de mes projets, de ma vie, de mon état d'esprit, et d'être plutôt offensif, d'aller chercher, de m'ouvrir, de sortir de ma zone de confort. Très bon complément du coup au livre de Peterson sur le chaos. Et il m'a aidé aussi à comprendre que les résultats que j'avais envie d'atteindre, les objectifs que je pourchassais et du coup les destinations, souvent étaient corrélés à des sentiments, des émotions que je voulais ressentir. Et qu'en fait, c'était une illusion, qu'on était tout à fait capable de les ressentir dès maintenant, sans pour autant avoir atteint cet objectif. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des objectifs élevés. Il ne faut pas nécessairement considérer que ce sont ces objectifs qui vont nous aider à ressentir les émotions que l'on aimerait vivre. Si vous cherchez un livre pour vraiment vous pousser, sortir de vos zones de confort, voir votre vie différemment et oser aller là où vous n'osez pas encore aller, c'est un super complément à des livres plus intellectuels comme ceux de Peterson. Celui-ci, pour le coup, il est très accessible, il est plutôt court, il doit faire moins de 200 pages. Mais il est très agressif dans le bon sens. Et je pense que vous prendrez même beaucoup de plaisir et même parfois vous marrerez en le lisant. Je précise qu'il est disponible par contre qu'en anglais. Et on arrive au dernier livre de la liste qui, comme je le disais, n'est pas un livre de non-fiction, mais qui est de la fiction. Et du coup, c'est plus même un auteur que des livres en particulier. Je vais citer deux de ses livres. Je parle de Irvin Yalom, qui est un psychothérapeute américain, un psychothérapeute existentialiste. Et ce psychothérapeute qui a écrit des essais depuis des dizaines d'années, qui a aujourd'hui plus de 90 ans, s'est mis, il y a une vingtaine d'années, à écrire des romans. C'est un de ses rêves d'enfance ou d'adolescence d'écrire de la fiction. Et c'est toujours dit qu'il pourrait transmettre peut-être plus facilement des idées tirées de la psychologie ou de la philosophie à travers des histoires, à travers des fictions. Et donc c'est ce qu'il a fait depuis 20 ans. Avec notamment son premier roman qui s'appelle « Et Nietzsche a pleuré », que j'ai lu en 2020 et que je vous conseille, mais sans hésiter. C'est l'histoire en fait fictionnelle, mais avec des personnages réels, de la rencontre entre le docteur Breuer, qui est le mentor de Freud, que l'on a aussi dans le livre, et de Nietzsche. Et cette rencontre va donner naissance, à travers des discussions, des remises en cause et des enseignements, à ce qu'on appelle aujourd'hui la psychanalyse, et ce qu'ils appelaient au moment de ce livre, et au début de la psychanalyse, la médecine de l'âme. C'est un livre génial. Dans tous les livres, les romans de Irvin Yalom, en plus d'avoir un très bon moment en lisant ces livres, on a aussi énormément de connaissances, de concepts qui sont présentés d'une manière relativement compréhensible, et pour autant qui nous oblige à réfléchir et à apprendre un peu plus, justement, des personnages réels qui sont utilisés dans ce livre dans des histoires complètement fictionnelles. Et en second livre, je vous conseille Le problème Spinoza, qui est un livre génial, avec deux histoires en parallèle, celle de Spinoza, le philosophe néerlandais du XVIIe siècle, qui a une vie et une œuvre et une pensée qui en fait un des philosophes les plus fascinants et les plus brillants de l'histoire, et celle d'un nazi allemand qui ne comprend pas pourquoi Goethe, qu'il admire comme on n'a jamais admiré personne, a pu admirer lui-même un juif, en l'occurrence Spinoza, ce qui va créer ce qu'il appelle le problème Spinoza. Donc je vous lisez le livre, vous comprendrez mieux de quoi il en est, mais c'est fascinant justement de voir à quel point Yalom arrive à créer ces histoires parallèles, à réutiliser les idées des grands philosophes de notre histoire pour en faire des fictions aussi passionnantes qu'intéressantes d'un point de vue intellectuel. Donc voilà, lisez Yalom et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour ma liste de lectures que je vous propose pour 2022 pour mieux penser, vivre et travailler. Dites-moi maintenant en commentaire quel livre vous a le plus marqué parmi vos lectures en 2021 et également quel livre de la liste que je viens de vous proposer allez-vous lire cette année. Et en parlant de cette année, je vais vous proposer dans les prochains mois des analyses, des comptes rendus, des critiques de mes lectures. Donc si vous voulez encore plus de recommandations de ma part, abonnez-vous à la chaîne. Et sachez donc que je publie une vidéo chaque semaine, chaque lundi plus précisément. C'était Jean-Charles Kurdali, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.